professeur Hicham Belmouche, comme j'ai dit, est le président du service, chef du service de médecine interne, et il est secrétaire général de la Société marocaine de médecine interne, une société marocaine de spécialistes qui accueille aussi le médecin généraliste dans leur rang. Notre ami va nous traiter aujourd'hui l'approche diagnostique et thérapeutique de la neuropathie périphérique. Oussed Barakallahu Fik, Allah yahdik al-walidin. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Tu veux que mon chef de service me foute dehors? Je ne suis pas chef de service, donc je suis professeur au sein du service de médecine interne, le chef de service M. Omeyaoui, qui est le doyen de la faculté de médecine de Rabat, que vous connaissez tous. Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tout le monde entend? C'est bon? C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Bon, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Merci CISRAT, merci l'ADN, merci G11, merci toutes les amicales de médecine générale qui font partie de la Société marocaine de médecine interne. Nous avons également le plaisir d'être vos amis et nous vous remercions énormément pour cette amitié partagée. Alors, on m'a demandé de traiter la neuropathie périphérique, mais de la traiter différemment. Deux façons de la faire. Soit on demande à un neurologue de traiter, de faire une neuropathie périphérique de façon très spécialisée, avec des EMG, avec des termes un peu difficiles, aussi bien en médecine générale qu'en médecine interne, tout ce qui est axonal, démyélinisante, etc. Ou alors concevoir la neuropathie périphérique différemment, adaptée à la médecine générale, adaptée à la médecine interne. En gros, nous allons réfléchir ensemble comment un chapitre aussi difficile que celui-là, comment le rendre très simple. Et en gros, en fin de compte, qu'est-ce qu'on attend de nous? On attend de nous, que ce soit ça en médecine générale ou en médecine interne, c'est poser le diagnostic. Mais le poser, c'est très facile, vous êtes d'accord avec moi. C'est un examen clinique simple, c'est un électromyogramme. Mais le plus dur, c'est comment arriver à un diagnostic étiologique. Mais en fin de compte, c'est ça. Il ne s'agit pas uniquement de traiter symptomatiquement, nous avons les moyens, nous allons le voir tout à l'heure, mais il s'agit de traiter l'étiologie, d'aboutir à un diagnostic étiologique pour pouvoir traiter l'étiologie et de ce fait essayer d'agir au niveau du traitement étiologique. Donc voilà, c'est le challenge que je vais fixer ce matin, ce samedi matin, en 30 minutes. Alors il y a une phrase qui me paraît intéressante, on va la lire ensemble. C'est facile de parler de douleur, mais ne peuvent comprendre la douleur que ceux qui l'ont vraiment vécu. Et là, je rends hommage à la femme. La femme, pour l'accouchement, c'est une dame qui a vraiment vécu une douleur. Donc, elle peut comprendre. Les hommes, nous les hommes, quand on parle de douleur, c'est quelque chose de subjectif. Et c'est vrai que quand on met il n'y a qu'une douleur qui soit facile de supporter, c'est la douleur des autres. Je pense que, mesdames, vous êtes parfaitement d'accord avec moi. Et une des douleurs qui fait extrêmement mal, c'est la douleur neuropathique. Et je vais vous le montrer avec des datas. C'est des douleurs qui poussent au suicide, c'est des douleurs qui altèrent de façon extrêmement importante l'activité professionnelle et physique de nos patients. Donc en gros, c'est quoi? C'est quoi cette douleur neuropathique? C'est une douleur, ça c'est la définition faite par les neurologues, c'est une douleur induite, causée par une lésion ou une dysfonction primaire dans le système nerveux. D'accord? C'est bien beau de dire tout ça, mais en pratique, c'est très simple, nous allons le voir tout à l'heure. Alors, ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est que cette douleur neuropathique est la même, quelle que soit l'étiologie. Et moi, mon topo aujourd'hui, je vais l'axer essentiellement sur l'étiologie. On est dans un congrès d'ADN. C'est vrai que le diabète est une des causes les plus importantes de la douleur neuropathique, mais je vais essayer de vous le montrer. Le diabète n'est pas la seule. C'est vrai que ça représente une part importante et nous allons essayer de voir ensemble l'ensemble des étiologies. Donc en gros, voilà ce dont j'ai l'objectif ce matin de vous parler. Je dois essayer de partir d'une douleur neuropathique périphérique et d'arriver à l'ensemble des étiologies. Et vous voyez que ce n'est pas une seule étiologie, mais dans ces étiologies, c'est vrai que le diabète représente une cause importante, mais regardez, tout cela, on l'oublie. Et une des étiologies les plus importantes en médecine générale, c'est la douleur post-zostérienne que vous connaissez,
Et s'il y en a parmi vous qui ont soigné ou qui ont vu une douleur post-zostérienne, je vous rappelle que le zona, le traitement du zona, l'objectif de donner un traitement antiviral, ce n'est pas pour lutter contre le zona, c'est essentiellement pour lutter contre cette douleur post-zostérienne. Donc l'objectif, plutôt vous donner un traitement, plutôt vous éviter cette douleur post-zostérienne. Et puis regardez, il y a plein d'autres étiologies que vous devez connaître, les néoplasies, les médicaments, idiopathiques bien sûr, névralgie trigémaux, et puis les causes neurologiques. Et regardez volontairement, j'ai mis que les causes neurologiques, en fin de compte, représentaient, pourtant c'est un des chapitres de neurologie, représentaient les étiologies, le pourcentage le plus faible des étiologies des neuropathies périphériques. Alors pour pouvoir comprendre la douleur neuropathique, la neuropathie périphérique, grossièrement il y a deux types de douleurs pour pouvoir représenter les choses comme elles sont. Il y a la douleur nociceptive, la douleur neuropathique. Nous allons essayer de voir quelle est la différence entre ces deux types de douleurs. Et puis, il y a dans le camembert, il y a une chose qui est commune à eux deux, donc entre douleur neuropathique et douleur nociceptive. Pourquoi c'est important de différencier ces deux types? Parce que la thérapeutique est complètement différente. Et ça, c'est une des erreurs que commettent beaucoup de nos collègues, c'est que le traitement de la douleur, vous savez très bien qu'aujourd'hui, je ne vais pas traiter la douleur dans sa globalité, on pourra en reparler un autre jour, mais le traitement de la douleur nociceptive avec les paliers d'OMS 1, 2, 3, eh bien, ces médicaments sont totalement inefficaces pour la douleur neuropathique. Et en gros, on passe notre temps à donner des médicaments pour la douleur nociceptive jusqu'à donner de la morphine, et pourtant, la morphine et tous ces médicaments-là n'ont aucun intérêt dans la douleur neuropathique. Et c'est pour ça que j'ai mis cela, parce qu'il est indispensable de faire la part entre douleur nociceptive et douleur neuropathique. Alors, comment est-ce qu'on fait la différence? La différence est assez simple. Nous allons le voir ensemble. Alors, la douleur nociceptive, c'est une stimulation nociceptive produite par des blessures ou des maladies. C'est l'exemple type d'une brûlure. Vous êtes tombé, vous faites mal. Les traitements antalgiques usuels sont généralement efficaces. C'est une douleur transitoire, mais l'évolution chronique est possible. La douleur neuropathique, c'est une douleur, comme nous l'avons vu en introduction, qui est initiée ou provoquée par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux. Il n'y a pas, ou très peu, pour ne pas être con, parce qu'en médecine on ne sait jamais 100%, très peu de réponses aux antalgiques usuelles. Elle est caractérisée par leur chronicité, et une des choses importantes, c'est son retentissement, souvent considérable sur la qualité de vie et l'humeur des patients, et nous allons le voir tout à l'heure. Alors là, je ne vais pas m'attarder, juste pour vous dire que la distinction, on pourrait revenir en discussion tout à l'heure dans les questions, que la distinction entre ces deux douleurs ne se fait pas sur le mécanisme physiopathologique, mais sur la localisation et l'étiologie. Et on parle de lésion centrale lorsque, à partir de la corne postérieure de la moelle osseuse. Alors les étiologies, je ne vais pas y m'attarder, je vais revenir tout à l'heure. Alors voilà pour vous montrer l'importance de ce chapitre, et je remercie énormément les orateurs d'avoir pensé à ce chapitre et également d'avoir fait appel à un interniste pour le traiter, ce qui est quand même assez inhabituel. Donc regardez, cette douleur neuropathique est une douleur fréquente mais sous-évaluée. Alors quand on prend les chiffres européens, regardez, c'est une douleur sur une prévalence de 6 à 7%, donc c'est énorme. Et lorsque l'on voit dans les centres antidouleurs, vous savez très bien que dans les pays où la médecine est assez développée, le traitement de la douleur, nous avons des centres de la douleur où en gros ce sont soit des médecins généralistes qui sont intéressés à la douleur ou des anesthésistes réanimateurs. Et regardez, 19%, donc une douleur sur 5, un patient sur 5 qui se présente dans un centre antidouleur en France, c'est une douleur neuropathique. Donc en gros, c'est une douleur qui est extrêmement fréquente. Alors regardez, je vous ai donné des exemples qui sont fréquents en médecine générale. Lorsque l'on s'intéresse aux douleurs post-zostériennes, et c'est vraiment un exemple c'est un modèle de douleur neuropathique que vous rencontrez fréquemment dans votre consultation, bien regardez les adultes de plus de 50 ans ayant présenté en zona aiguë, c'est 25% de douleur post-zostérienne, et regardez après 70 ans, et pourtant c'est l'apanage d'où la douleur neuropathique post-zostérienne dans le contexte marocain, bien regardez 70% de douleur post-zostérienne. Donc c'est énorme, c'est 2 malades, plus que 2 malades sur 3, qui va faire un zona au-delà de 70 ans, qui va faire cette douleur extrêmement compliquée.
Et puis, c'est à vous, c'est pas à vous que je vais apprendre, vous êtes mieux placé que moi, le diabétique. Et l'année dernière, j'ai eu le privilège de présenter devant vous le pied diabétique ici. Ben regardez, pour le diabétique, plus de 55% avaient près 25 ans d'évolution du diabète. Donc, un diabète de type 1, donc, qui est diagnostiqué à 20 ans, donc à 45 ans, un malade sur deux va avoir une douleur neuropathique. Et c'est pour ça qu'il est classique de dire que les douleurs neuropathiques, diabétiques et post-zostériennes sont considérées comme des modèles d'études des douleurs neuropathiques périphériques, au point que lorsqu'on initie une thérapeutique, lorsqu'on veut faire des études sur une efficacité d'un traitement, ben on étudie l'efficacité de ces médications dans les douleurs post-zostériennes et les douleurs neuropathiques. Alors regardez les comorbidités, dommage, ça ne sort pas. Alors ici, c'est les troubles du sommeil, je vais mettre ici, alors je vais vous guider. Regardez, les troubles du sommeil, manque d'énergie. Donc en gros, si vous voulez, tout ce diagramme, c'est pour vous montrer les comorbidités, c'est pour vous montrer le retentissement de la douleur neuropathique sur la vie de vos patients. Sur la vie de vos patients, c'est des patients avec une humeur qui est complètement altérée, avec une activité professionnelle complètement altérée. En gros, leur vie est complètement chamboulée. Et lorsque on s'intéresse à la productivité, puisque lorsque un des adages actuellement pour pouvoir juger le retentissement d'une maladie et l'efficacité des thérapeutiques, c'est la productivité, parce qu'un arrêt de travail, c'est un manque d'argent extrêmement important. Quelle que soit la tranche de la population, regardez, une réduction importante de la productivité avec un impact direct de la maladie sur l'emploi chez plus d'un malade sur deux. Alors cette douleur neuropathique, si on veut résumer, cliniquement, comment est-ce qu'on va l'évoquer? Comment est-ce qu'on va l'évoquer? Quelle symptomatologie? C'est simple. C'est très simple parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour poser le diagnostic. Vous avez deux types, la douleur spontanée et la douleur provoquée. Spontanée, c'est quoi? C'est une douleur continue, superficielle à type de brûlure, profonde, étau, crampe, contracture, ou alors paroxystique. Classiquement, dans la tête de la majorité des docteurs, lorsqu'on parle de douleur neuropathique, on pense que c'est une douleur paroxystique à type de décharge électrique. Ben regardez, cette douleur paroxystique ne représente qu'une partie de l'ensemble des douleurs neuropathiques. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est qu'elle peut être également provoquée, et c'est ce qu'on différencie l'allodynie et l'hyperalgésie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. En gros, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est une douleur à type de brûlure, à type de décharge, qui s'associe souvent à un déficit moteur, à des paresthésies ou alors à des dysesthésies. Alors c'est quoi cette hyperalgie et allodynie? Ce sont des termes plutôt scientifiques. L'hyperalgie, c'est une réponse accrue à un stimulus normalement douloureux, et l'allodynie, c'est une douleur due à un stimulus qui normalement n'est pas douloureux. Mais en gros, en fin de compte, on retombe sur nos pieds parce que ce qui nous intéresse, c'est le type de la douleur, que ce soit une allodynie, que ce soit une hyperalgie, c'est ce type de douleur cliniquement, et vous êtes d'accord avec moi que c'est l'interrogatoire qui va vous évoquer le diagnostic de la douleur neuropathique. Alors, nous avons, et là je suis obligé d'en parler, il y a un questionnaire, comme il est classique. La semaine dernière, on était à MG Maroc, il y avait un chapitre de gériatrie sur la douleur en gériatrie. Vous savez très bien qu'en gériatrie, il y a des échelles d'évaluation, que ce soit dans la nutrition, que ce soit l'évaluation globale du sujet âgé. Et bien pour la douleur neuropathique, il y a ce qu'on appelle le DN4. Et ça, c'est quelque chose que vous devez systématiquement avoir dans votre consultation. C'est quoi? C'est un nouvel outil, c'est Boasria qui l'a mis en place, c'est une équipe française publiée dans Pain. C'est un outil d'aide au diagnostic des douleurs neuropathiques périphériques pour conduire à une prise en charge plus adaptée. Alors, elle est basée, la particularité de ce DN4, c'est que c'est, contrairement à ce qui se fait en général dans les questionnaires où c'est très compliqué, là c'est très simple. Il est basé sur un interrogatoire et un examen clinique du patient. Il est très simple d'utilisation et surtout, il est fiable en pratique quotidienne. Alors c'est quoi? Il va se baser sur 3 symptômes, brûlure, froid douloureux et les décharges électriques. Et sur l'examen clinique, on va se poser la question,
Est-ce qu'il existe une hypoesthésie au tact ou à la piqûre, une douleur au frottement pour confirmer le diagnostic? Et en fin de compte, on a 4 questions qui représentent 10 items à cocher. Et voilà à quoi ça correspond. Donc l'interrogatoire, regardez, 4 questions, cotées à 10, et un score de 4 sur 10 permet d'identifier correctement 86% des patients avec une sensibilité de 83% et une spécificité de 90%. Alors ces questions, c'est quoi? Et vous convenez avec moi que c'est très simple. Première question, la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes? On reprend ce que je vous ai mis tout à l'heure en introduction sur les définitions de la douleur neuropathique: brûlure, sensation de froid douloureux, décharge électrique. Donc c'est très simple comme question. Question 2, la douleur est-elle associée dans la même région à un ou plusieurs des symptômes suivants? Fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison. Donc on retrouve les signes cliniques dont je vous ai parlé au tout début. Et puis la question 3, la douleur est-elle localisée dans le territoire où l'examen met en évidence une hypoesthésie au tact ou une hypoesthésie à la piqûre? Donc rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé d'allodynie, donc absence, donc un stimulus dit douloureux normalement qui ne devrait pas faire mal, d'accord? Donc voilà ici allodynie versus l'autre symptôme. Et la question 4, la douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement? Donc en gros, c'est des questions lorsque des fois on a difficulté à poser le diagnostic, en se basant sur ce DN4, 4 réponses sur 10 vous permettent de poser le diagnostic de neuropathie périphérique. Et puis, pour affiner les choses, puisqu'on est entre monde compétent, donc on fait un examen clinique. L'examen clinique, c'est pour rechercher ce que je vous ai dit tout à l'heure, les recherches des signes associés. En gros, essentiellement, les signes déficitaires qui soient moteurs ou qui soient sensitifs. Avec le reste, bien sûr, c'est essentiellement pour affiner le diagnostic, mais vous n'en avez pas particulièrement besoin pour poser le diagnostic, pour proposer une thérapeutique adéquate. Donc, en gros, si on veut résumer tout ce que je vous ai mis tout à l'heure sur l'ensemble des étiologies, il y en avait plus de 200, grossièrement, en médecine, en pratique quotidienne, en gros, vous avez 7 grandes étiologies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands groupes d'étiologies lorsque vous êtes en présence d'une neuropathie périphérique. Métabolisme glucidique en premier, le diabète, je pense que vous êtes mieux placé comment parler de cela. Toxique carentiel, n'oubliez pas ça, un des exemples types, patient sous traitement antibacillaire, déficit en vitamine B6, souvent nos patients, et même dans les centres de nos amis pneumologues, quand ils mettent un traitement antibacillaire, ils oublient d'associer systématiquement de la vitamine B1 et B6, génétique. Les gammapathies monoclonales, n'oubliez pas ça, les maladies hématologiques, et un des exemples types, c'est maladie de Waldenström, maladie de myélome multiple, surtout chez le sujet d'un certain âge, les maladies inflammatoires, les causes infectieuses, 2 grandes étiologies, zona et VIH, et les paranéoplasies. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Jusqu'à présent, on peut résumer tout ce que je vous ai dit en 2 plaques, le DN4 et cette plaque-là. Et avec ça, vous avez tout compris sur les neuropathies périphériques. Alors cliniquement, alors on a vu interrogatoire, examen clinique. Alors j'ai mis le slogan de la médecine interne, c'est vrai que nous, on adore cela. Bilan biologique standard en médecine de ville. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour aboutir à la majorité des étiologies. Hémogramme, iono, urée, créatinine, glycémie, calcémie, transaminage, bilan hépatique, thyroïde, bilan inflammatoire, l'électrophorèse des protéines pour les maladies hématologiques, et puis le dosage des vitamines. Vous pouvez vous en passer tout simplement par l'interrogatoire. Si vous avez un patient sous traitement antibacillaire, s'il n'a pas pris son traitement, vous le donnez systématiquement. Attendez, il y a quelque chose qui manque. Comment? L'alcool, vous avez tout à fait raison, on reviendra tout à l'heure, mais l'alcool, c'est l'interrogatoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis interrogatoire. Donc l'alcool, normalement, un interrogatoire, on est censé demander au patient quelle est votre consommation d'alcool, et très rapidement, bien sûr, c'est une excellente remarque. Alors l'EMG, bien sûr, rendre hommage à nos amis neurologues, parce que obligatoirement, vous confirmez votre diagnostic avec un électromyogramme. Et puis, pour faire bien, pour parler termes savants, pour parler comme les neurologues, pour parler comme
comme on devrait parler, il y a des terminologies que nous devons quand même connaître. Mononeuropathie, c'est une atteinte isolée d'un nerf. Mononeuropathie multiple, atteinte asymétrique de plusieurs nerfs. Polyneuropathie, atteinte symétrique de plusieurs nerfs. Polyradiculoneuropathie, atteinte des racines nerveuses. Neuronopathie sensitive, atteinte spécifique de neurones sensitifs ou moteurs purs. Mais en gros, honnêtement, vous n'êtes pas obligé de connaître ça par cœur. Vous devez connaître le DNK, ça vous permet de poser le diagnostic, et puis les étiologies, puis le reste, ça fait un peu bien dans les salons pour savoir qu'on maîtrise parfaitement le sujet. Alors, donc en gros, toutes ces étiologies, donc je vous ai montré, si vous voulez, une approche différente. Lorsqu'on est dans un congrès de neurologie, voilà ce qu'on va vous passer comme plaque dans le raisonnement méthodique devant une neuropathie périphérique, où les neurologues vont raisonner en ça, si vous voulez, en mononeuropathie, en ces terminologies-là. Ils vont parler essentiellement d'atteintes symétriques, asymétriques, axonales, démyélisantes, puis là où vous êtes, vous parlez des étiologies. Nous, en médecine générale et en médecine interne, on voit les choses un peu différemment, parce que probablement, je ne dis pas que l'une approche est meilleure que l'autre, c'est que tout simplement, nous ne voyons pas les mêmes malades, et donc, en gros, le médecin généraliste et l'interniste vont plutôt voir le malade au tout début, et donc le raisonnement est complètement différent. Et en fin de compte, la médecine générale, la médecine interne va garder les patients qui ne relèvent pas de la neurologie à 100%, et en fin de compte, c'est pour ça que les classifications sont différentes, et elles se valent toutes, mais vous conviendrez avec moi que DN4 plus les 4 gros groupes d'étiologie, c'est beaucoup plus simple que tout cela. Alors en gros, si on veut vraiment faire le mélange entre la médecine générale et la médecine interne et la neurologie, voilà, pour faire plaisir à tout le monde, un arbre décisionnel que j'ai fait. Atteinte périphérique clinique EMG, je pense que ça tout le monde est d'accord. Démyélinisante, quand vous avez à l'EMG une atteinte démyélinisante, ce n'est que de la neurologie. Donc ça, vous pouvez passer la main. Quand c'est une atteinte axonale, c'est de la médecine générale avec comme chef de file le diabète. Donc quand vous avez un diabète qui vous fait une neuropathie périphérique, et si vous avez à l'EMG une atteinte non axonale, ça veut dire que sa neuropathie périphérique n'est pas liée à son diabète, c'est qu'il a probablement autre chose d'associé. Et puis neuronal, corps cellulaire, etc., c'est paranéoplasique, c'est à cheval entre médecine interne, médecine générale et... voilà. Donc en gros, démyélisant, c'est de la neuro pure, et axonal et neuronal, c'est des choses qui vous intéressent et qui nous intéressent. Et vous avez vu que le diabète, en gros, le diabète fait partie de l'atteinte neuropathique périphérique du diabète est une atteinte axonale. Donc chaque fois que vous aurez à l'EMG une atteinte non axonale, dites-vous que ce n'est pas le diabète qui est responsable de la neuropathie périphérique. Et puis, pour faire très bien, pour faire savant, vous allez ajouter un bilan, les anticorps antinucléaires pour les maladies inflammatoires, l'enzyme conversion sarcoïdose, les cryos, ça c'est quelque chose de très secondaire au VHC et au lymphome qu'on voit souvent en médecine interne, VIH, VHC, biopsie des glandes salivaires pour Bougereau et biopsie nerveuse pour certaines maladies, très très rares, mais ça c'est l'apanage du neurologue. Alors sur le plan thérapeutique, une plaque pour tout résumer. Je remets ce que je vous ai mis, douleur par excès de nociception et douleur nociceptive si vous voulez et douleur neuropathique. Les types de douleurs sont différents, les étiologies sont différentes et les traitements des douleurs ici ne marchent pas ici. Par contre, les thérapeutiques ici peuvent marcher ici. Donc en gros, la flèche va dans un seul sens. Donc pour les douleurs par excès de nociception, c'est les classes, la classification OMS, 1, 2, 3, paracétamol, INS, opioïdes faibles et opioïdes forts, donc la morphine, qui n'a aucun intérêt dans les douleurs neuropathiques. Et puis dans les douleurs neuropathiques, c'est les antidépresseurs et les antiplétiques, ce sont les principaux médicaments que vous allez donner. Donc ça ne sert à rien de donner de la morphine dans la douleur neuropathique. Par contre, c'est les autres types de douleurs. Et d'où l'intérêt du symposium aujourd'hui, le laboratoire qui sponsorise ce symposium, bien sûr, et c'est essentiellement vis-à-vis de ce type de douleur neuropathique.
Alors pour terminer, je vous dis quand même, on va méditer ensemble deux citations que j'aime beaucoup. Les gens qui ont vécu une douleur neuropathique savent ce que c'est que la douleur. Et avoir peur de revivre une douleur, c'est déjà avoir mal. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc il est hors de question, c'est de la médecine de la préhistoire, de laisser nos malades continuer à avoir mal. Et puis je termine avec ça, l'espoir. L'évolution des connaissances scientifiques et techniques permet d'apporter dans la quasi-totalité des cas, je dis bien quasi, pas à 100%, une réponse aux douleurs, qu'elles soient ressenties par les adultes, les enfants ou les personnes en fin de vie. Je vous remercie. Merci, cher ami et maître. C'est 30 minutes aussi. Merci. On m'a demandé de donner 3 questions, s'il vous plaît. Merci, Hicham. Moi, je reviens juste à l'arsenal thérapeutique. Quelle est la place du corticoïde dans les formes hyperalgiques? Je ne vois pas dans Alors, je ne l'ai pas mis parce que ça ne fait pas partie honnêtement. Alors, c'est vrai que je sais à quoi tu fais appel. C'est que dans les sciatalgies, dans les hernies discales, on a l'habitude de mettre des mini-bolus et des bolus de corticoïdes. Je pense que c'est l'objectif de ta question. Alors, grossièrement, honnêtement, la réponse est non. Hein. C'est sur la composante neuropathie périphérique. C'est sûr sur la composante inflammatoire responsable de la neuropathie périphérique, oui. Mais sur la composante, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai mis les étiologies. Il y a plusieurs étiologies. Et tout dépend de où est-ce que tu es. Où est-ce que tu es dans ta démarche. Dans la douleur post-zostérienne, ça n'a aucun intérêt. Pourtant, on continue à le faire. Et je profite de ta question pour répondre au-delà de ta question. Classiquement, dans beaucoup d'ordonnances de médecine de ville, on voit les fameux compléments vitaminiques dans la douleur neuropathique. Là aussi, la réponse est claire, c'est que ça n'a aucune efficacité sur la douleur neuropathique périphérique pure. Bien sûr, je lui dis bien pure. Alors, bien sûr, oui, pour la composante inflammatoire qui retentit sur la douleur neuropathique, mais sur la douleur neuropathique en elle-même, non. Oui. Merci, professeur, pour vos exposés. Restons toujours dans le cadre du diabète. Il a été constaté que 10 à 30% des malades diabétiques sous metformine vont développer un déficit en vitamine B12, par conséquent, une neuropathie qui est similaire à la neuropathie diabétique. Ma question, y a-t-il des recommandations pour le dépistage et la correction du déficit en vitamine B12 qui soient intégrés dans le suivi des diabétiques? Alors merci pour... moi je ne suis pas diabétologue, il faut demander à ces strates et à mes collègues qui sont mieux que moi en diabétologie. Par contre, je peux parler de la vitamine B12 et je peux parler du birman. Premier message, carence en B12 n'est pas égale à birman. Ce sont deux choses complètement différentes. Carence d'exemple type, c'est ce que vous venez de décrire. Birman, c'est une maladie auto-immune qui s'accompagne, c'est une maladie liée à des anticorps antifacteurs intrinsèques, des anticorps antiparietal gastrique, qui s'accompagne d'une carence en B12. Votre question soulève l'intérêt, quel est le rôle de la vitamine B12. Et vous savez très bien que la vitamine B12 intervient dans la synthèse de l'ADN, et vous savez très bien que dans la carence en vitamine B12, vous avez ce qu'on appelle le syndrome neuroanémique, qui s'accompagne d'un syndrome cordonal postérieur, qui rejoint un peu ce que... Donc, le fait
et bon, pour terminer avec la vitamine B12, c'est que bien sûr le fait d'avoir une carence en B12, ça vous donne bien sûr, ça agit au niveau de la synthèse de toute, ça diminue la synthèse de toutes les cellules à régénération rapide, donc les gains de ligne. Clos pour la vitamine B12. Beaucoup de maladies peuvent s'accompagner d'une carence en vitamine B12. Pour ce type de maladie, oui, il faut donner de la vitamine B12. Mais le message, il ne faut pas le transposer. Parce qu'on voit beaucoup d'ordonnances ou dans des douleurs neuropathiques non liées à une carence en B12, on voit des ordonnances d'hydroxyzamine. Ça, c'est une erreur. Donc, en fin de compte, le fait de transposer et de switcher à partir d'une hypothèse et rendre que toutes les douleurs neuropathiques, il faut donner la vitamine B12, ça, c'est une erreur. Lorsque vous avez une certitude que vous avez une carence en B12, la réponse est oui. Alors, pour répondre au diabète, est-ce qu'il y a des recommandations systématiques? La réponse est non. Je ne pense pas qu'il y ait de recommandations d'associer systématiquement de la vitamine B12 chez tout patient diabétique. Je n'ai pas à ma connaissance ce type de recommandation. Ceci dit, le dosage de la vitamine B12, c'est très simple. Le syndrome neuroanémique, c'est très simple également. C'est une macrocytose avec une discrète anémie, et puis c'est un syndrome cordonal postérieur, et vous n'avez pas besoin d'examen complémentaire. C'est un diagnostic clinique. Donc en gros, anémie macrocytaire plus syndrome cordonal postérieur égale carence en vitamine B12. Vous n'avez pas besoin d'être égal traitement par hydroxyzamine. Voilà, merci beaucoup. Merci, professeur Lamouche. J'ai une question. On reçoit pas mal de patients. Qui consultent pour des douleurs post-acte chirurgicales, que ce soit la vésicule biliaire, que ce soit la thyroïde par exemple. Ma question, est-ce que c'est une douleur d'origine neuropathique? Et ma deuxième question, si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme? Merci. Merci pour une question piège de bon matin. Mais c'est ce que j'ai mis dans la 3e diapo. Il y a douleur neuropathique, douleur nociceptive et douleur mixte. Ce que vous venez de décrire, c'est une association de plusieurs. Mais vous ne pouvez pas savoir quelle est la part prépondérante de la douleur. Classiquement, dans ce type de douleur, on commence parce qu'il y a un acte extérieur quand même qu'on peut classer comme nociceptif. Vous commencez par un traitement comme douleur nociceptive, atteindre la dose max. Si ce n'est pas efficace, dans ce cas-là, vous associez, c'est une des rares indications d'association des deux types de thérapeutiques. Merci pour votre question qui est plus qu'intéressante. Docteur Serrini. Merci professeur. S'il vous plaît, est-ce que la douleur dans le syndrome des jambes sans repos est une douleur neuropathique? Et sinon, comment ça se passe? Alors, la maladie des jambes sans repos. Alors, c'est une maladie. Alors, il y a beaucoup de médecins qui n'y croient pas. C'est comme la fibromyalgie. Sauf que dans la fibromyalgie, vous avez des points douloureux. Et pour ceux qui ont inventé cette maladie, ça ressemble, la thérapeutique est grossièrement la même pour la maladie des jambes sans repos et la fibromyalgie. Donc les gens qui ont inventé la fibromyalgie ont mis des points douloureux pour poser le diagnostic. Pour la maladie des jambes sans repos, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est une maladie où ceux qui y croient, il y a quand même des publications, donc les rhumatos, certains internistes et en médecine générale, ceux qui sont contre l'existence de ce type de maladie, c'est ce que vous venez de dire. C'est que, d'accord, on ne connaît pas le mécanisme, on ne connaît pas la physiopathe, et c'est un traitement par tâtonnement. C'est un traitement par tâtonnement qui ressemble un peu au traitement de la neuropathie périphérique, c'est-à-dire on donne un peu d'antidépresseurs, ça marche, on change d'antidépresseur, quand ça ne marche pas, on va donner un antiépileptique, quand ça marche, c'est bon. En fin de compte, c'est un traitement par tâtonnement jusqu'au moment où vous allez trouver le médicament qui va être le plus efficace. Mais la physiopathe, je ne la connais pas. Hein. Sinon, si on avait très bien compris la maladie, je pense qu'on aurait eu un traitement extrêmement efficace sur... voilà. Merci beaucoup. Merci, professeur Hicham Harnouch. Merci au laboratoire Saint-Pharma qui ont bien voulu sponsoriser cette présentation. Et j'invite les autres modérateurs. Merci beaucoup aussi.